Bonjour à tous, chers amis. Je crois que c'est un grand moment pour nous et c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je vous accueille ici. Du plaisir parce que c'est l'occasion, enfin diront certains, de vous montrer par cet appel d'offres à quoi peut servir le Fonds français pour l'alimentation et la santé. En fait, on a une très grosse ambition pour cette structure qui est extrêmement originale dans le paysage français et que j'espère bientôt sera un modèle au niveau international. Cette structure s'inscrit bien sûr dans la ligne de la grande tradition de l'IFN, d'échanges entre des acteurs scientifiques et des acteurs du monde industriel. Et elle est conçue à parité pour un intérêt général. Conçu à parité, ça veut dire qu'il faut apprendre à travailler ensemble, à discuter, à échanger, à débattre, même débattre parfois de façon vive, pour partager des valeurs communes qui vont permettre à notre alimentation de rester ce qu'elle est et ce qu'on souhaite qu'elle soit toujours, une source de plaisir et de santé. Alors travailler ensemble, c'est pas si facile. En fait, actuellement, presque tout tendrait à nous opposer. Il y aura les bons et les méchants, les purs et les vendus. Donc, les enjeux sont extrêmement importants. Et je pense que nous avons des défis à relever, qu'on peut éventuellement nous attendre au tournant, mais à mon avis, j'ai la profonde conviction qu'il n'y a pas d'autre façon pour un acteur scientifique ou pour un acteur industriel économique d'assurer ses responsabilités vis-à-vis de la société que de travailler ensemble. Je suis médecin, je suis des patients, je leur donne des conseils sur leur alimentation. Je sais que ce n'est pas moi qui vais les nourrir. Et en fait, ce que je souhaite pour eux, comme je le souhaite pour la plus grande majorité de la population, y compris les plus démunis, c'est que chacun ait le désir, la possibilité de trouver et puisse s'offrir une alimentation variée, source de santé. Et c'est cet esprit qui anime le fonds. C'est dans ce but que les pôles ont travaillé, parfois durement, à élaborer cet appel d'offres qui va vous être révélé aujourd'hui. Je vous ai dit aussi que c'était avec beaucoup d'émotion que je vous accueillais. Bien sûr, c'est de l'émotion en pensant à celui qui devrait être ici à ma place aujourd'hui, qui a beaucoup travaillé pour la réalisation de cette structure, avec l'aide des responsables de l'IFN, Jean-Paul Laplace, qui ne peut pas être là aujourd'hui, et Gérard Cortier, et bien sûr avec le président de l'ANIA, Jean-René Buisson. Catherine Leverve nous a fait la gentillesse d'être là aujourd'hui. Je sais que Catherine a beaucoup assisté Xavier les derniers moments de sa vie et elle sait l'attachement qu'avait Xavier à ce que ce fonds soit largement dédié à la recherche. Et je suis contente qu'elle soit là pour voir les premières réalisations, cet appel d'offres qui, je pense, respecte ses volontés. Je souhaite donc que cet appel d'offres soit dédié à Xavier et que l'on respecte 1 minute de silence en sa mémoire. Plutôt que de faire une présentation linéaire pour essayer de vous dire, de vous faire comprendre ce qu'il est, j'ai plutôt envie de vous dire les questions qui me sont posées depuis quelques mois maintenant. Et comme ça, vous aurez les réponses que je donne. Voilà, donc peut-être les aurai-je moins par la suite. Mais il y a des questions récurrentes, évidemment, qui sont normales compte tenu du fait qu'il s'agit d'une structure récente. Mais la première d'entre elles, c'est, je ne vais pas forcément respecter très bien d'ailleurs mes diapositives, mais je ne prendrai que 10 minutes. La première d'entre elles, c'est qui l'a fait et pourquoi. Alors dans le qui l'a fait, il y a 2 membres fondateurs. Ces 2 membres fondateurs sont l'Association nationale des industries alimentaires et l'Institut français pour la nutrition, dont d'ailleurs le fonds reprend les activités. Et pourquoi l'ont-ils fait ? Ils l'ont fait parce qu'il y avait finalement une espèce de nécessité implicite. La raison que je donne, sans doute les membres fondateurs en ont-ils d'autres, mais moi j'en ai une en tête et j'ai envie de la partager avec vous.
c'est le fait qu'au début des années 2000, l'environnement juridique des activités de production et de consommation alimentaire ont énormément changé, en générant une responsabilité première et particulière des opérateurs, des acteurs économiques qui mettent les biens sur le marché. Et chemin faisant, ce qui s'est passé au début des années 2000, c'est qu'à côté des opérateurs de santé publique, on a vu apparaître une communauté large des acteurs de santé. Parce que figurez-vous que quand on met un aliment sur le marché, eh bien, on est redevable qu'il soit source de préservation du capital santé de chacun. Et évidemment, ça a interpellé ces membres fondateurs. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit une chose très simple. Ils se sont dit il faut agir. Ils ont mis en place un mode d'action en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette nouvelle exigence juridique. Et donc, ils ont eu en 2006, très précisément, l'idée de créer une entité qui pourrait prendre en charge des missions nouvelles n'existant pas en France et allant bien au service de ce que la présidente disait il y a une seconde, c'est-à-dire d'une alimentation qui soit à la fois source de plaisir, parce que ça évidemment c'est dans l'intérêt des opérateurs économiques, mais qui en même temps soit source de santé pour tous les consommateurs et pour chacun d'entre nous. Alors la deuxième question qu'on me pose, depuis peu d'ailleurs, c'est qu'est-ce que c'est qu'un fonds de dotation et pourquoi un fonds de dotation ? Un fonds de dotation parce que ça correspond bien à cet objectif et à la volonté des membres fondateurs de créer une entité finalement au service de l'intérêt général. Et le fonds de dotation est à la vérité une personne morale privée à but non lucratif qui finalement reçoit des biens, dons ou ressources et les met au service d'une cause ou d'une œuvre d'intérêt général. Alors, évidemment, on est dans un cadre de mécénat scientifique très exactement. Donc c'est assorti en effet d'avantages fiscaux, comme la diapositive l'indique. Quand on prend le recul qu'il faut par rapport à cette structure nouvelle introduite par la loi de modernisation de l'économie de 2008, du 4 août 2008, on se rend compte que c'est extrêmement proche d'une autre forme juridique qui s'appelle la Fondation reconnue d'utilité publique, mais qui, elle, a en France 3 siècles d'existence. Alors, ce qui dissocie principalement les deux entités, c'est que dans un cas, on est soumis, dans le cadre de la Fondation, à des autorisations administratives préalables, un processus extrêmement long, et à l'inverse, le mode fonds de dotation fait qu'on nous demande des statuts, on les dépose en préfecture, et après on a une obligation formelle, les respecter. Et le contrôle est principalement un contrôle a posteriori. Donc le principe est le même, dans un cas on dit utilité publique, dans l'autre cas on dit intérêt général, mais surtout il y a un principe de liberté d'action, premièrement, et deuxièmement il y a un principe évidemment du contrôle administratif, mais cette fois a posteriori. Donc c'est ça un fonds de dotation, c'est-à-dire ni plus ni moins, c'est le cousin germain de la Fondation reconnue d'utilité publique. Alors, quelles sont les missions du Fonds français ? Martine Naville a beaucoup insisté sur ce point, et je l'ai mis en 1 parce qu'en effet, il a été conçu comme tel, développer les connaissances. Et comment on peut développer les connaissances ? On développe les connaissances en faisant de la recherche. Et pour ça veut dire qu'évidemment, on fait tout ce qu'on peut pour lui apporter, pour la doter au meilleur niveau. Alors, à titre d'exemple, au démarrage du fonds, la moitié des sommes disponibles pour l'action, parce que et comme partout il y a des charges de structure, mais une fois qu'on les déduit, la moitié des disponibles pour l'action sera consacrée à la recherche et au financement de l'appel qui vous sera présenté tout à l'heure. Alors, évidemment, on ne réinvente pas des méthodes d'action. Les méthodes d'action, c'est l'allocation des ressources de manière extrêmement classique ou usuelle, par des appels à projets, des bourses de recherche, des prix de thèse, des bourses de thèse, des prix, etc. Deuxième axe, agir pour promouvoir des comportements favorables à la santé. C'est évidemment la droite ligne de l'évolution du droit dont je parlais en introduisant mon propos. Et comment on fait ? Alors là, évidemment, on retrouve la structuration et l'organisation de la maison. On a des pôles, c'est des pôles qui correspondent finalement à des approches thématiques. Et pour ces comportements favorables à la santé, on passe par un pôle action, dont l'objet statutairement, d'ailleurs ce n'est ni plus ni moins qu'une extraction des statuts, et celui-ci, subventionner des actions de proximité avec 2 fins possibles. La première, c'est évidemment une fin expérimentale. Il s'agit quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Très simple. Identifier les actions les plus efficaces. Et après, une fois qu'on a pu en trouver qui soient suffisamment efficaces, le deuxième temps de la manœuvre consiste à les déployer, donc à les changer d'échelle. Le troisième axe d'action du Fonds français pour l'alimentation et la santé, c'est évidemment le fait de renforcer le dialogue science-société et
Et la vérité, c'est aussi le faire reposer sur des bases objectives, ou aussi objectives que possible. Et là, même chose, on a un pôle débat dont les missions sont les suivantes: poser les enjeux du débat, initier la réflexion prospective, c'est un point absolument important. L'idée, c'est quand même de réfléchir finalement aux points qui devront être mis sous contrôle ou qui devront faire l'objet de questionnement dans une perspective d'alimentation à 10, 15, 20 ans. Et avec cela, il y a une autre action qui a à peu près le même niveau d'importance, c'est le fait d'expérimenter des formes nouvelles de débat public, vous savez, ou de débat tout court. Vous savez parfaitement que beaucoup de domaines ont expérimenté des choses un peu plus larges que ce qui s'est fait dans le domaine de l'alimentation. Je pense au sujet de santé, je pense au sujet d'environnement, par exemple, où il y a pas mal d'entités qui interviennent pour organiser, pour mettre en place des formes particulières de débat. Eh bien, les statuts nous font la même injonction pour tenter des choses sur le sujet de l'alimentation. Et puis, le dernier point du débat, c'est évidemment reprendre, ça a déjà été dit, les activités de l'IFN, qui faisaient des colloques, conférences, et qui constituait en tant que tel un centre de ressources documentaires utiles pour les médias notamment. Le quatrième point, c'est à la vérité un choix presque personnel. C'est plutôt un complément du troisième sur le débat. Je crois qu'il y a véritablement une urgence, c'est de faire en sorte que l'on reparle de l'alimentation comme il faut. Moi, l'alimentation, chaque fois que j'en parle, je n'en parle pas avec le souci ou la préoccupation de faire quelque chose d'anxiogène. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on se remette sur cet axe du plaisir. L'alimentation, c'est fait pour être heureux. Et puis, c'est fait aussi pour rester en bonne santé. Donc, vraiment replacer ça, une approche positive du fait alimentaire. Je pense que c'est quand même, si on arrivait à faire ça, on aurait, me semble-t-il, apporté une contribution utile à l'évolution des choses. L'organisation donc, du fonds. Alors, il y a deux principes fondateurs. Le premier principe, c'est une organisation absolument paritaire entre la communauté scientifique et la communauté économique, dans toutes nos instances. C'est décliné dans chacune de nos instances. Et l'idée, c'est que c'est une idée d'équilibre quantitatif, qualitatif. Et c'est l'idée qu'on fertilisera si on prend un peu de la culture de l'autre. Et je peux vous assurer, vous le verrez par vous-même tout à l'heure, que c'est en bonne voie. Deuxième principe, il est sur l'idée qu'on a un fonds qui est véritablement un fonds collectif. On est sur du jeu collectif. Et il y a un principe lorsqu'on joue collectif, c'est que l'union fait la force. Et le but de ce fonds, c'est évidemment de n'avoir pas un donateur parmi d'autres, mais c'est d'avoir toute la communauté des donateurs qui s'inscrivent dans cette perspective d'alimentation, source de plaisir et de santé. Ça, ce sont vraiment les principes fondateurs du fonds, excusez-moi, sans jeu de mots. Donc ensuite, l'organigramme opérationnel, d'ailleurs, qui, je dois le dire, comporte une petite erreur qu'on rectifiera très vite, y compris sur le site internet, c'est qu'il aurait fallu intervertir dans cette présentation le conseil scientifique et la direction générale. Au fond, il y a 3 niveaux d'instances dans ce fonds. Il y a les pôles, je l'ai dit. Les pôles ont une compétence de proposition. On a le conseil scientifique qui a une compétence d'avis, et on a un conseil d'administration qui, classiquement, a une compétence de décision. Et donc, c'est des sommes d'actions qui s'ajoutent les unes aux autres. Les uns proposent, les autres analysent, et enfin, les derniers disposent. Et puis, la direction générale assure la coordination d'ensemble. Alors, vous noterez 2 choses. Premièrement, les pôles, donc c'est une communauté qui va entre 8 et 20 personnes par pôle. Ils ont la faculté statutaire de s'adjoindre des groupes de travail, pour évidemment augmenter les ressources humaines, thème par thème, groupes de travail qui peuvent être temporaires ou permanents. Et puis, petit point à signaler également, il y a statutairement la possibilité pour le Fonds français pour l'alimentation et la santé de créer des fonds individualisés qui ont évidemment un champ d'action plus étroit que le sien. Alors, dernière question qu'on me pose assez régulièrement, et donc j'en terminerai par là. Quel ancrage institutionnel pour ce fonds français pour l'alimentation et la santé ? 2 choses à dire. C'est réellement une création. Il n'y avait pas d'entité similaire en France, mais on avait pu observer que dans leur esprit, elles existent dans d'autres pays, comme par exemple au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Espagne. Et deuxièmement, on ne se substitue pas à d'autres entités ou à des entités existantes. Je fais l'effort qu'il faut à chaque fois que j'ai un journaliste qui me le demande pour rassurer,
Et c'est évident qu'on ne remplacera pas l'agence française, enfin l'ANSES maintenant, ou les administrations qui ont évidemment à concevoir et à mettre en œuvre des politiques publiques. On ne remplacera pas le Conseil national de l'alimentation, il a son rôle de concertation. On ne remplacera personne, mais on sera au carrefour d'entre toutes ces organisations. Et on ajoute en effet une entité supplémentaire qui a toute sa place, qui sera vraisemblablement le point de rencontre entre différents univers. On ne remplace pas l'INRA non plus, le CNRS ou que sais-je. Mais en tout cas, on sera à la charnière de toutes ces organisations pour faire en sorte que finalement, peut-être les choses soient, in fine, en tout cas on l'espère, un tout petit peu mieux articulées. Et j'en ai terminé pour cette présentation. Merci de votre attention. La question sûrement de dire pourquoi le secteur privé a-t-il choisi de soutenir la recherche, je crois que c'est pas nouveau, hein, je crois que c'est important de le rappeler, mais surtout de dire qu'il y a vraiment cette envie de favoriser et puis d'accentuer en fait tous les partenariats entre bien sûr chercheurs, acteurs économiques, acteurs publics, et puis collectivités territoriales. Je crois qu'il y a un véritable enjeu à la fois pour nos entreprises et pour nos territoires au travers de ce fonds et de ce projet très ambitieux. Mais il y a également peut-être une chose, et on le verra dans le slide suivant, de voir un petit peu pourquoi qu'est-ce qui se passe dans l'alimentaire et pourquoi effectivement cette urgence de mutualiser des moyens financiers plus importants pour la recherche. Je crois que c'est important, chacun effectivement à sa taille peut agir, mais on voit bien par ce slide effectivement que dans l'automobile, par exemple, c'est 20% du chiffre d'affaires qui est dédié à la recherche. Et puis on voit effectivement que dans les technologies, biotechnologies, nouvelles technologies de l'information et de la communication, pharmacie, les sommes allouées à la recherche sont très importantes. Et puis il y a effectivement à droite l'industrie alimentaire. Alors il ne faut pas se laisser piéger par ce chiffre, il est volontaire, il est provocateur, parce qu'à l'intérieur il y a une multitude d'actions, c'est-à-dire qu'il y a des grands groupes qui allouent plus de 5% à la recherche, et puis il y a un très très grand nombre de TPE, PME, qui malheureusement n'ont ni les moyens, ni effectivement le temps de faire de la recherche. Je crois que le projet sera effectivement d'avancer ensemble et au travers de cela, transformer cette connaissance en fait, parce que c'est là où l'enjeu est important, en croissance pour nos entreprises. Et puis on a des exemples multiples, on voit bien qu'effectivement la recherche a permis à l'automobile de progresser, de grandir en termes de sécurité, en termes de technologie, en termes même d'environnement. Elle a permis aux technologies de l'information également de progresser et d'avancer. Puis les deux se sont réunis, ont permis encore des avancées très très importantes. Et puis la transformer également en compétitivité. Je crois que nos entreprises, alors on ne va pas revenir sur l'entreprise française, on ne va pas revenir sur nos inconvénients de coûts de production. Je crois que mais il faut en tenir compte. C'est pas sur la main-d'œuvre, c'est pas effectivement sur la productivité pure que nous pourrons agir, mais c'est d'utiliser cette recherche, cette connaissance pour faire avancer nos entreprises en termes d'innovation et donc de créer de la valeur ajoutée et des ressources nouvelles pour nos entreprises et pour la recherche. Et puis pour nous également, ce fonds, c'est effectivement de transformer cette connaissance en confiance. Daniel l'a dit tout à l'heure dans son propos, nous sommes stigmatisés, je crois que Jean-René en reparlera certainement tout à l'heure. C'est effectivement une confiance aux consommateurs. Je crois qu'aujourd'hui, les émissions que nous voyons ne sont pas le reflet du sérieux du travail qui est fourni dans les entreprises, des industries alimentaires. Je crois que c'est presque vexant, effectivement, quand on voit toute l'énergie, tous les travaux qui sont menés par l'industrie alimentaire, quelle que soit sa taille. On ne peut plus supporter, effectivement, d'être stigmatisé. Je crois qu'il faut réagir. Et effectivement, de cette connaissance, on redonnera de la confiance aux consommateurs. Et puis la confiance, c'est l'avenir. Ça veut dire qu'effectivement, on projette nos entreprises dans l'avenir. Et je crois que dans le contexte actuel, c'est très important. Alors sur la partie recherche au profit du plus grand nombre, je crois qu'on va le voir très rapidement sur deux colonnes. La première, effectivement, c'est la puissance de l'industrie alimentaire. Jean-René le martèle, mais je crois que c'est important de le redire. L'industrie alimentaire française pèse 143 milliards d'euros. C'est la plus grande puissance économique de France. Pour situer l'automobile, je crois que c'est 100 milliards à peu près. Donc c'est pour vous situer un petit peu l'importance de l'industrie alimentaire. C'est le deuxième employeur de France. Il ne faut pas l'oublier non plus. On doit dire aussi qu'on va transformer 70% de la production agricole. Donc vous voyez un peu l'importance de cette recherche, de ce transfert technologique vers l'entreprise. Et puis on exporte plus de 36 milliards. Je crois que c'est important de le rappeler. Et puis dans l'autre colonne, on voit effectivement d'où vient cette difficulté, d'où vient effectivement cette faiblesse de la recherche. C'est que 90% des entreprises, 97% des entreprises sont des PME. On parle automobile, on parle consolidation, on parle technologie, on parle consolidation, on parle alimentaire, on parle diversité.
de taille d'entreprise, on parle territoire, des entreprises difficilement ou faiblement délocalisables, et puis 70% ont moins de 20 employés. Et pour ceux qui vivent l'entreprise, on voit qu'à moins de 20 employés, effectivement, on ne peut que très difficilement allouer des moyens à la recherche. Donc c'est ces entreprises qu'il va falloir capter dans notre projet collectif pour les inciter à nous rejoindre dans ce fonds. Et là, effectivement, sera toute notre ambition. Alors oui, je le redisais, mobiliser les entreprises de toute taille, je crois que ça va être très très important. Alors le travail est fait bien sûr à l'ANIA, au niveau national, et il faudra le faire sur nos territoires, grâce aux ARIA, aux associations régionales des industries alimentaires. C'est vraiment de faire comprendre l'objet de ce fonds, l'intérêt de ce fonds, et j'ai la chance d'avoir Luc Pénicaud à mes côtés, qui est bourguignon également, qui est à Dijon. Et je crois qu'effectivement de montrer qu'on est capable aujourd'hui de mettre autour d'une table, de partager un projet entre chercheurs et entrepreneurs, incitera effectivement toutes les entreprises à nous rejoindre, ou un grand nombre à nous rejoindre dans ce fonds. Et puis, pas le moindre, c'est effectivement de reprendre ce lien presque, j'allais dire, incontestable entre alimentation et santé. Je crois qu'il faut le redire, il y a, sur une période de 50 ans, on a vécu de grandes évolutions, effectivement, dans le comportement alimentaire, dans l'aliment, dans sa relation avec la santé, l'obésité, on le voit. Tout aujourd'hui est un équilibre très fragile. À nous de travailler, effectivement, pour que aliments et santé se rejoignent dans un même objectif. Alors voilà un petit peu résumé peut-être en 5 points et très rapidement, ce serait beaucoup plus long à partager, mais c'est de dire quoi, la première priorité, c'est de préserver la santé du consommateur. Je crois que nos industries y travaillent et la recherche va nous y aider encore plus. C'est de renforcer la confiance grâce à une meilleure connaissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le martèle parce que je crois que c'est de cette connaissance effectivement que l'on va recréer la confiance, une confiance qui est importante pour nos consommateurs. Accélérer notre démarche de progrès, je crois que c'est là, il va falloir accélérer et ce fonds va nous aider, va accélérer effectivement cette démarche de progrès. Comprendre les évolutions des comportements et des attentes nouvelles. Nous ne sommes pas les consommateurs d'il y a 50, 40, 30, 20 ans et aujourd'hui. On ne consomme plus de la même manière. Donc là, il y a effectivement un très très gros travail à faire sur l'évolution des comportements et des attentes. Et puis le vœu le plus cher, effectivement, c'est pour nos industries et pour toutes les entreprises et pour la recherche, c'est de concilier l'alimentation, sans oublier effectivement le plaisir et la santé. Voilà en quelques mots résumé, je crois, l'ambition des entreprises, des industries alimentaires de toute taille dans ce projet fonds.